Ce soir, on parle d'amour. On parle d'amour, par une porte d'entrée, un petit peu, qui semble comme ça un peu malheureuse, mais on verra que finalement, à travers la rupture amoureuse, eh bien, on peut apprendre beaucoup de soi. On peut apprendre, à grandir, à mieux se connaître, à mieux comprendre les relations, voilà, amoureuses et les relations de manière générale. Donc, j'espère que à travers cette conférence, vous allez pouvoir, aller un petit peu plus en profondeur dans la compréhension des relations humaines, notamment sur le plan amoureux. Comment se remettre d'une rupture, amoureuse, donc c'est le thème, de notre, cours ce soir et on sait bien que je pense qu'on l'a toutes et tous vécu, une rupture amoureuse, c'est un choc émotionnel considérable. Moi, pour l'avoir vécu, mon premier chagrin d'amour, j'avais, 22 ans et je me rappelle que pour moi, le monde s'écoule et je me disais que j'avais pas vécu de plus grande peine que ça et je peux le dire, encore aujourd'hui, voilà, peut-être, pas encore pas 20 ans, mais quasiment 20 ans après, je pense qu'effectivement, je n'avais pas vécu de peine si grande que ça. Je n'ai pas vécu d'aussi grande peine. Le monde s'écroule, on est comme abandonné, tout est vide et c'est pas évident d'imaginer un avenir quand on est en pleine rupture. Alors aujourd'hui, eh ben, dans ce cours, on va le diviser en 3 parties. On va d'abord essayer d'identifier quelles sont les principales causes des blessures affectives. Je ne parle pas des causes des ruptures, hein, mais des causes principales des blessures affectives. Ça va nous permettre de mieux comprendre eh bien, pourquoi on souffre dans ces ruptures et quels sont les, les mécanismes qui se mettent en place. Ça va permettre de moins culpabiliser par rapport à la peine qu'on ressent et du coup d'accepter, d'être plus dans l'acceptation de ce process de deuil. Voilà. Et donc ça, ce process de deuil, on va le voir en deuxième partie avec différentes étapes qui vont nous permettre de tourner la page et de pouvoir enfin se tourner vers un avenir, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et donc, on verra que c'est important de respecter chacune de ces étapes de deuil et de laisser le temps faire les choses. Et ça nous amènera à la dernière, et troisième partie qui est le cheminement vers la connaissance de soi, pour apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre, ce qui s'est passé et faire de cette expérience, qui a été douloureuse et bien, un levier pour, être, plus épanoui, pour, ne plus refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir à présent envisager, d'une autre manière le couple et vivre, des relations beaucoup plus harmonieuses. Donc voilà notre programme sur l'heure. Mais en introduction, on va voir quels sont les enjeux de la relation amoureuse. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi c'est si difficile en fait, de vivre une rupture amoureuse. Il y a plusieurs enjeux et plus ils sont forts évidemment, plus la rupture sera douloureuse. Bon d'abord, il y a une fonction, la relation amoureuse a une fonction, de reproduction, voilà, comme les animaux aussi. Et quand on se met en couple, il y a tout un une réaction, biochimique qui se produit et on verra ça dans le détail un petit peu plus tard et qui fait que dans les premières phases, de la relation et bien, on a envie de se voir souvent, on a du désir pour l'autre, c'est ce qui fait qu'on fait l'amour souvent et le but de tout ça, c'est la reproduction. Donc, l'enjeu primaire, il est là, il faut quand même le savoir, il rentre en compte. Mais il y a aussi une construction sociale, c'est-à-dire que en vérité, il y a pas besoin d'être en couple pour être heureux, mais la culture, la société aujourd'hui et depuis déjà un moment, heu, mmh, a a, a mis en évidence que la vie à 2, la vie en couple est une sorte de norme sociale, voilà, qui donne une espèce de statut social et donc être en couple, c'est aussi, quelque part, réussir, socialement. Donc il y a aussi un enjeu, de ce côté-là. Il y a aussi un besoin de sécurité. Donc là, l'enjeu, il est aussi important. Ça va être un besoin de sécurité, que ce soit sur le plan, matériel, parce que, la vie à 2 est quand même beaucoup plus, facile, quand on a, 2 revenus d'activité, on paye moins d'impôts, c'est plus pratique. Maintenant, les femmes peuvent travailler, donc il y a plus
il y a plus de confort matériel, on va dire. Donc il y a quand même un enjeu dans la relation, qui a un besoin de sécurité. L'autre peut prendre soin, de moi, quand j'ai besoin et inversement. Donc il y a ce besoin de sécurité qui est là, aussi sur le plan, affectif et donc on a besoin de vivre ensemble, de vivre avec une personne, parce que, dans notre société qui est de plus en plus dans l'individualisme, il y a, moins de collectif quelque part et donc bah, le couple prend une place beaucoup plus importante, dans notre vie. C'est vraiment le socle de sociabilité qu'on a. D'ailleurs, bien souvent quand on se met en couple et bien on voit moins les amis, on sort moins et cetera. Donc, c'est aussi, un enjeu majeur et puis c'est une réponse neurochimique, ça va faire la transition avec la suite, mais, il y a tout un ensemble de neurotransmetteurs et d'hormones sécrétées par le cerveau qui se déclenchent quand on est dans une relation amoureuse, surtout au début et qui, va nous faire vivre une expérience, agréable de bonheur intense qu'on va vouloir, bah, reproduire ou maintenir. Donc plus ces enjeux sont importants et plus, bah, la rupture va être, difficile et notamment, bah, quand on s'investit dans une, relation et bien, on crée des projets d'avenir ensemble. On a peut-être, des responsabilités, qui sont, partagées, des enfants, peut-être, une famille, voilà, des biens immobiliers, une entreprise et cetera. C'est aussi un engagement sur la durée. Quand on arrête, une relation qui a quelques semaines ou qu'on arrête une relation qui a 10, 20 ans, c'est quand même pas la même chose et c'est aussi un laboratoire de la psyché. Alors c'est un terme que j'ai employé parce que c'est vraiment ça, pour moi le couple c'est un petit laboratoire où on va s'essayer, dans la relation intime, que ça soit par les mots, par le comportement, par la vie sexuelle aussi, donc c'est un petit laboratoire où on essaye, voilà, d'apprendre à communiquer, à se développer et l'un et l'autre, dans le respect de la différence de chacun. Et donc, bah, tout ça, tous ces enjeux font que, en fonction de l'importance que ça prend dans notre vie, ben, l'impact de la rupture sera plus ou moins, importante, plus ou moins douloureuse. Les blessures, elles sont, assez similaires, l'intensité, n'est pas la même effectivement, mais on considère, assez de manière générale qu'on va vivre, ben, un manque incroyable le manque de l'autre. Voilà, il y a un vide total qui s'installe. On n'arrive pas à tourner la page. On est dans des poussées, des pensées qui tournent en boucle sur les souvenirs qu'on a passés ensemble, sur des scénarios qui auraient pu faire que les choses soient différentes, des pensées qui sont liées aussi à, à l'espoir d'un retour en arrière. Voilà, qu'est-ce qui peut permettre de nous redonner une seconde chance. Il y a aussi les émotions douloureuses qui sont difficiles à traverser. On est d'ailleurs soit dans la fuite, soit on essaie d'enfouir ça ou elles prennent trop de place, on ne sait pas quoi en faire. Alors ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, on peut traverser de la haine, de la jalousie, toutes ces émotions douloureuses qui font, qui ressurgissent et qui sont nécessaires, bah, voilà, à un moment donné d'exprimer pour, les laisser passer. De manière générale, quand on se sépare et qu'on a été très investi émotionnellement dans une relation, il y a une perte de sens totale, une sensation de vide qui se crée parce qu'on a mis beaucoup d'enjeux, sur cette relation et puis ça crée un choc émotionnel et ça, bah, quand il y a un choc émotionnel, il y a des symptômes de stress chronique qui apparaissent. Donc bah, ça, c'est la réponse, fight or flight. Donc on va avoir des symptômes comme, les battements du cœur qui s'accélèrent, la digestion qui fonctionne moins bien, les troubles du sommeil, l'insomnie, des cauchemars, le cerveau qui est tout le temps, en ébullition. Heu, donc il y a et une fatigue physique, hein, qui peut aussi s'exprimer par, des douleurs physiques, des maux de ventre, des maux de tête, perte d'appétit, prise de poids, enfin tout ça, sont des symptômes, qui sont liés aux blessures, lors d'une rupture, amoureuse, notamment liées à du stress. Alors on enchaîne avec la première partie sur les 3 principales causes des blessures lors d'une rupture amoureuse et la première, ça va être
sur la chimie de l'amour. Ensuite, on parlera de l'idéalisation de la relation, c'est-à-dire des idées qu'on a, des croyances qu'on a sur la relation, sur soi, sur l'autre, et qui peuvent parfois nous maintenir dans des représentations qui rendent encore plus douloureuse la séparation. Et puis les carences affectives qui sont aussi source de malaise pendant la relation, mais surtout aussi après la rupture. Donc la chimie de l'amour, il faut savoir que notre corps, lorsque on est dans la passion, dans la rencontre, dans l'euphorie de la rencontre amoureuse, eh bien, il y a une production de substances qui est par notre cerveau, d'hormones et de neurotransmetteurs qui activent certains circuits nerveux et en particulier, des centres qui sont responsables du plaisir et de la dépendance. Et ce cocktail d'hormones et de neurotransmetteurs, eh bien, ils ont des effets similaires à ceux des drogues. Donc quand on comprend ça, on comprend pourquoi c'est, autant compliqué, quand on est, dans un choc émotionnel, lié à une rupture. Eh bien, il y a tous les syndromes de manque qui se manifestent. Alors j'en ai cité, 5, mais il y en a d'autres, mais ce sont les principales. D'abord la dopamine, ce neurotransmetteur qui est responsable de la sensation d'euphorie, mais aussi des addictions, hein, parce que la dopamine, elle active le circuit de la récompense. Et du coup, c'est ce qui fait que quand on va voir, l'être, aimé notamment, et bien, on se sent heureux et donc le cerveau fait le lien entre, ce qu'il perçoit et la sensation et donc on comprend que quand je vois cette personne et bien, je ressens beaucoup de plaisir et donc à l'inverse, son absence, hop, me renvoie à un grand vide et à un manque. Donc il y a une sorte de dépendance, voilà, qui se crée avec cette dopamine. La dopamine, je veux c'est pas je veux, pardon, c'est j'ai besoin, voilà, j'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de cette personne pour être heureuse. Ensuite, on a l'ocytocine qui est, l'hormone, qui est vraiment plutôt liée, heu, qui renforce le lien avec, la personne, qui renforce le lien avec l'autre. C'est, ça va dans le contexte de la relation amoureuse, mais aussi, entre parents-enfants, voilà, notamment entre mère et enfant. L'ocytocine, cette hormone du bonheur, elle est très fortement stimulée. Donc elle favorise le lien d'attachement, voilà, le avec la personne. Ensuite, on a la phényléthylamine, qu'on appelle aussi PEA, qui est, elle, responsable du coup de cœur, voilà, du coup de foudre. C'est cette hormone qui fait qu'on a le cœur qui bat, qu'on oublie de manger, qu'on oublie de boire. On est complètement absorbé par cette passion qu'on vit. Et c'est d'ailleurs un neurotransmetteur qui fait, partie de la même famille des amphétamines et d'ailleurs, on s'en sert, notamment, en tant que traitement par voie orale pour, guérir, par exemple, les étapes de dépression. Parce que ça vient stimuler la libération de dopamine et de sérotonine. On la retrouve aussi dans le chocolat, et ce qui fait que ça nous rend bien aussi le chocolat, qui est riche en cacao, en tout cas. Donc voilà, c'est un effet stimulant, excitant et on a tout le temps envie d'être avec, la personne et d'avoir de ses nouvelles très, très souvent. Ensuite, on a, la testostérone que les hommes effectivement, sécrètent en plus grande quantité, mais cette hormone, elle est responsable, du désir sexuel. Elle donne l'envie de faire l'amour souvent et voilà, donc elle prend soin de la libido et elle donne envie d'être vraiment proche de la personne. Et puis ensuite, on a aussi l'adrénaline, la noradrénaline qui sont des neurotransmetteurs, pareil très stimulants qui, accélèrent les battements du cœur, mais qui provoquent aussi des insomnies et cetera. Donc c'est tout ce cocktail-là de d'hormones et de neurotransmetteurs, c'est vraiment ça est à son plus haut pic dans l'amour-passion. Voilà, les premiers temps de la rencontre qui durent 3 ans. Et elle a une fonction importante, cette phase passion parce que, c'est grâce à cette phase que le lien d'attachement se crée, il y a la reproduction est plus facile, heu et que la confiance s'installe aussi. Mmh. Donc une fois que ce cocktail d'hormones retombe, là, la décision de rester ou pas avec, la personne, est du coup,
heu, libéré de l'influence des substances chimiques. Et là, on peut dire qu'on parle, voilà, vraiment de l'amour, hein. On n'est plus sous l'effet de ces petites hormones du bonheur. Mais elles sont quand même là, ça veut pas dire qu'elles s'arrêtent. Tout ça pour dire que lorsque la rupture, intervient dans cette phase passion où toutes ces hormones sont, à leur plus haut niveau, et bien, la chute est beaucoup plus compliquée. Mmh. Et ensuite, bien souvent, ce qui joue aussi dans les blessures, et bien, c'est l'idée qu'on a de la relation, l'idée qu'on a de son partenaire et l'idée qu'on a de soi. C'est-à-dire que plus, nos croyances sont fortes et plus la réalité nous fait vivre, quelque chose de différent, et plus l'écart est grand entre l'idée que j'ai et la réalité, et plus la rupture sera aussi, difficile à digérer. Donc l'idéalisation de la relation, je parlais de la construction sociale, tout à l'heure aussi, voilà, il y a vraiment une pression à se mettre en couple, hein, au-delà du véritable besoin. Il y a aussi une part de de normes et d'interdits qui fixent, les usages et les pratiques de la sexualité au sens large. Et donc voilà, dans notre société, être en couple, c'est une certaine norme. Et voilà, quand vous êtes célibataire à 40 ans, on a la pression des parents, on a la pression, l'impression d'être isolé parce que nos amis sont tous en couple et nous, on est seuls. Et en même temps, on sent qu'on fait plus trop partie de la jeunesse de 20-30 ans qui sort tous les soirs. Donc, voilà, il y a une sorte d'isolement. Et j'ai trouvé une étude intéressante qui date de l'année dernière, assez récente, faite par, l'Ipsos, et qui montre que 7 célibataires sur 10 ressentent une pression à se mettre en couple. Donc, c'est quand même une certaine, pression qui n'est pas négligeable. Voilà, être en couple, c'est un statut social, qui est adopté comme étant la normalité par l'ensemble de la société. Donc quand il y a rupture, et ben, il y a perte d'un statut social aussi. C'est ce qui fait aussi que c'est pas si simple. L'individualisme, c'est la tendance de notre ère. On a un certain repli sur soi malgré, la multiplicité des outils de communication qu'on a, que ce soit par les réseaux sociaux, par, les nouvelles technologies, par, tous les divertissements auxquels on peut avoir accès. Il y a quand même beaucoup moins de sentiments de collectivité, de solidarité. Et ben du coup, notre vie sociale, elle se résume essentiellement à celle du couple. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, et comme ce mouvement croissant de l'individualisme, il est là, les individus, ils privilégient maintenant, plus leur bien-être personnel, et du coup, on hésite moins à rompre les liens des couples ou des familles. Et donc, le nombre de ruptures augmente. Alors, est-ce que ça rend les ruptures plus difficiles? Je ne sais pas, mais en tout cas, je voulais simplement souligner que c'est, c'est la conséquence de cette culture, voilà, actuelle, de notre société moderne, qui fait qu'il y a de plus en plus de ruptures. Et donc, voilà, de plus en plus de gens qui souffrent de ces ruptures. L'histoire familiale aussi a un impact parce que, on reproduit généralement les mêmes schémas qu'on a, connus dans notre enfance avec, nos parents. Ce sont, malheureusement souvent des schémas, malheureux de dominant-dominé, de communication, pauvre au niveau des émotions, heu, des tensions, des ambiances de conflit avec parfois même des violences. Donc, ça aide pas à reproduire, un système de relations amoureuses qui soit épanouissante. Et ou à l'inverse, on peut carrément décider de ne pas vivre du tout en couple pour éviter, ce qu'on a vécu, petit. Bref, dans tous les cas, l'histoire familiale a un impact sur la manière dont on va, appréhender notre histoire d'amour, et puis aussi comment on va vivre la rupture. Contes de fées et romantisme parce que, on a été éduqués avec ça, hein, à l'école. Petit, c'est une culture aussi qui agit sur l'inconscient, où on nous montre qu'il y a on intègre une certaine croyance que la relation amoureuse, elle est parfaite, qu'il y a un certain schéma stéréotypé, genré, et du coup,
il y a une sorte de déconnexion, voilà, entre, notre propre, réalité, celle qu'on vit et celle, qu'on a appris, à travers ces contes de fées ou ce romantisme et donc et du coup, l'écart est grand et plus l'écart est grand, plus il y a une plus grande frustration lors d'une rupture parce qu'on est dans la désillusion quelque part, voilà. Alors, ben non, le prince charmant n'existe pas et ni la princesse d'ailleurs. Il y a aussi cette idée du perfectionnisme, c'est aussi dans l'air, voilà, on nous invite à construire une image de soi, qui est au top niveau, et qui n'est pas, conforme à ce que nous sommes, réellement. Il faut être, bienveillant, il faut être, séduisant, il faut avoir du désir sexuel tout le temps, il faut, arriver à bien communiquer et cetera. Donc il y a une distance, voilà, qui du coup, avec cet idéal qu'on a de soi, il y a une distance qui se crée avec, bah, notre propre monde émotionnel, oui. C'est ce qui fait qu'on vit parfois avec un masque parce que, il y a une attente, de l'autre où on veut être parfait et en même temps, bah, ça nous éloigne de qui on est, véritablement et donc, bah, les ruptures, elles sont donc plus douloureuses parce que, on n'est pas conscient de ce qui se passe en nous. On n'est pas au contact de nos émotions. Et enfin, les valeurs fortes. Alors, c'est important d'avoir des valeurs, surtout si elles sont positives et porteuses. Mais quand on a des valeurs trop fortes, ça peut amener parfois à de la rigidité, à un manque de tolérance et d'ouverture et de flexibilité. Du coup, on pense que les choses doivent être comme on pense, voilà. Et cette rigidité, bah, elle rend plus difficile à accepter les ruptures. Donc, tout ça pour dire que nos croyances, nos représentations, on est le fruit de notre éducation et tout ça peut être source de souffrance parce que toutes ces croyances, ces stéréotypes qu'on a intégrés, bah, ils limitent les possibilités d'expérience et elles nous enferment un peu dans une sorte de volonté de contrôle, que les choses doivent être comme ci ou comme ça. Et puis notre idée du coup du partenaire idéal ou de la relation idéale ou de la personne qu'on doit être pour être aimé, plus ça c'est figé et moins on se donne la chance on donne la chance à la relation de se développer, de se transformer. Bah, parce qu'on n'accepte pas ou difficilement les changements. Donc, bah, moins on accepte les changements et plus on souffre lors des ruptures amoureuses, hein, parce que les choses ne sont pas telles qu'on les avait imaginées. Voilà, j'espère que ça va pour, vous, que tout le monde suit. On parle ensuite des carences affectives qui sont, bah, qui vont vous parler évidemment. Heu, les carences affectives, c'est quelque part, tout ce qui rend les relations, toxiques, qui base l'amour sur l'attente, sur, le manque, hein et quand on alors on pourrait faire toute une conférence sur les carences affectives, mais là j'ai énuméré, un peu tous les signes de carence affective qu'on peut vivre lors d'une rupture. Donc la difficulté à vivre pour soi, hein, on a peur d'être seul, heu, l'effacement dans la relation, donc ça c'est avant la rupture, mais cette tendance à s'effacer dans la relation parce qu'on a peur d'être seul. Donc pour éviter d'être quitté eh bien on va mettre en sourdine nos besoins et notre personnalité tout simplement. Une certaine difficulté à prendre, des décisions, de l'anxiété, une difficulté à communiquer ses émotions, calmement, la jalousie excessive, la peur de l'abandon, le manque d'estime de soi, la fatigue, émotionnelle, mais ça peut aussi, parler de manipulation, d'auto-sabotage, hein. Quand on est dans la carence affective, ben, on peut être victime, mais on peut aussi devenir, bourreau parfois. Donc voilà, tout ça pour comprendre que plus les carences affectives, sont grandes et plus la rupture amoureuse est difficile à vivre. Et je trouvais cette image, belle, c'est ces 2 images que j'ai superposées parce qu'il faut comprendre que ce que vous vivez, la tristesse que vous vivez aujourd'hui, heu, elle est bien souvent, disproportionnée par rapport à la réalité. Pourquoi? Parce qu'elle fait appel à la mémoire de l'enfant que nous étions et qui a vécu, ces carences affectives. Donc
il y a là une importance à, à, à guérir, à écouter, comprendre et guérir. Voilà, on peut l'appeler l'enfant intérieur ou on peut l'appeler la partie de vous, la partie de soi qui souffre, hein, des expériences passées et dont le deuil n'a pas été fait. Voilà, donc c'est bien souvent ce qui fait qu'on répète souvent les mêmes scénarios, les mêmes relations toxiques. Parce que tant que ces parties-là, sont pas guéries, tant que ces carences affectives ne sont pas, prises en compte, entendues, comprises et apaisées, eh bien, on va revivre les mêmes choses encore et encore. Donc il y a vraiment un travail à faire, sur, voilà, sur l'enfant intérieur, en tout cas sur la guérison de ces parties de nous qui souffrent encore du passé. Donc voilà pour cette première partie, où, voilà, vous avez vu, il y a vraiment, une cause, voilà, trois différentes causes. On a vu la cause plutôt, biologique, une cause, plutôt, sociétale, et puis une cause plutôt, psychologique. Cette deuxième partie, maintenant, on va parler du deuil de la rupture amoureuse et elle se fait, en plusieurs étapes. On va les voir en détail, elles sont en 5 étapes. Ensuite, on va essayer de voir, comment on peut, heu, repérer la plupart des erreurs qu'on fait toutes et tous et qui font que les relations, sont, toxiques et plus elles sont toxiques, plus la rupture est difficile. Et ensuite, on verra comment on peut aussi changer sa vision du couple pour pouvoir, dans les relations à venir, être sur des relations plus apaisées, plus apaisantes, avec une meilleure communication et donc bah, pour le coup, peut-être, souvent éviter les ruptures parce que quand il y a une communication, qui s'installe, c'est plus facile de surmonter les difficultés et puis, bah, quand la relation s'arrête, il y a plus de compréhension, voilà et plus de maturité. De toute façon, il faut savoir que toute relation est vouée à se terminer. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation éternelle, que ce soit, par le choix de l'un ou de l'autre ou, par les accidents de la vie, par un éloignement professionnel, imposé, par, le décès, la maladie. De toute façon, la les relations ne sont jamais, éternelles donc, voilà, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais plus on est en lien avec cette réalité que la relation ne va pas durer et plus on en prend soin. Alors voyons ces 5 étapes, du deuil. La première, c'est le déni. Alors c'est le deuil, les 5 étapes du deuil amoureux, mais ça vaut aussi pour, tout type de deuil, hein, quel que ce soit, un déménagement, un changement de travail, la disparition d'un être cher. Mais voilà, là, j'ai plutôt adapté, sur le deuil amoureux. La phase du déni, donc parce que quand on apprend la la rupture, eh bien, on est en état de choc émotionnel. C'est ce qui crée un certain stress qu'on a vu, hein, et on se sent, un petit peu, voilà, dans le brouillard. On est un petit peu anesthésié, on a l'esprit embrouillé, on est incapable de se projeter dans une autre vie que celle qu'on vit en ce moment. Impossible de s'imaginer, vivre seul sans la personne et c'est une phase qui est, tout à fait, normale, qui permet quelque part d'amortir, la nouvelle et de prendre le temps de l'intégrer. Donc, il ne faut pas s'alarmer, à cette étape-là, ben, on n'est pas encore prêt à accepter ce qui arrive et on envisage d'ailleurs beaucoup de scénarios possibles qui nous feraient, reprendre, la vie comme avant. Ensuite, on a la phase, de la colère et c'est, j'ai envie de dire, une colère saine qui a besoin de s'exprimer, où là, on va trouver un coupable à notre peine insurmontable. On va s'en vouloir à soi ou on va en vouloir à l'autre, on va en vouloir à notre entourage, on va leur en vouloir de ne pas considérer, bah, l'ampleur de la tristesse qu'on vit et cette phase de révolte, elle est quelque part une étape vers l'acceptation et voilà, on réalise que, ce qui arrive, quelque part hors de notre contrôle et il faut laisser sortir. Il faut vraiment laisser sortir cette colère, c'est indispensable pour aller de l'avant. Heu,
Tant évidemment que les actes sont contrôlés, hein. Il ne s'agit pas, d'être en colère et d'être dans le harcèlement ou dans la violence, mais en tout cas d'accepter que cette colère s'exprime d'une manière ou d'une autre, sans qu'elle fasse mal, aux autres évidemment. La troisième étape, c'est le marchandage, où là, c'est une étape un petit peu spéciale où on va essayer de négocier un petit peu avec la réalité. On va, tenter de un retour au couple, voilà, que ce soit par, des comportements de séduction ou on va trouver tout prétexte, pour entrer en relation, avec la personne, concernée, de manière directe ou indirecte, que ce soit par des amis ou les réseaux sociaux, ou on va négocier avec une ou elle une deuxième chance, voilà, on va essayer de faire éveiller le regret chez cette personne. Donc ça, c'est la partie, l'étape du marchandage qui va, à un moment donné s'arrêter parce qu'on va voir que ça fonctionne pas et là, bah, il y a la tristesse, hein, ou la dépression. Dépression pas au terme, forcément médical, hein, on tombe pas forcément tous dans la dépression, mais en tout cas, une grande peine qui s'installe à cette étape où on réalise que finalement, bah, rien ne fera revenir cette personne et voilà et une certaine nostalgie avec une certaine culpabilité où on s'en veut d'avoir, peut-être agi comme ceci ou comme cela. On pense qu'on aurait peut-être, dû faire cela et on a souvent l'impression qu'on saura plus jamais, on ne saura plus jamais aimer et on sent aussi que peut-être, on personne ne pourra nous aimer davantage et voilà, il y a vraiment une perte du goût du vivre à cette étape-là. Voilà, qui est plus ou moins longue. Évidemment, on l'espère la plus courte possible, mais ça dépend de chacun et de son histoire, comme on l'a vu. Et la dernière étape, c'est l'acceptation, voilà. Et là, à cette étape, eh ben, on arrête de rêver d'un retour en arrière. Les idées sont plus claires, hein. On on n'idéalise plus la personne aussi, on la descend de son piédestal, on réalise que finalement, bah, elle avait quand même pas mal de défauts et que, bah, on commence à apprécier un petit peu, la vie sans cette personne, On comprend aussi les raisons, pour lesquelles la relation a pris fin et on les accepte comme étant la réalité. Voilà, il y a un peu moins de colère, il y a un peu moins de tristesse, voilà, on commence à prendre plaisir à se redécouvrir soi-même et à profiter du coup de cette, nouvelle vie, qui commence, de ces espaces qui s'ouvrent et on commence à en faire quelque chose, voilà, on n'est plus dans le broyage de noir. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque processus de deuil, il est unique, il dépend de chaque personne, de chaque relation, de chaque bagage, de l'éducation, de chaque voilà, du niveau de sensibilité. Et puis, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il faut laisser, heu, s'exprimer les émotions plutôt que de les fuir. Mmh. Ça, c'est vraiment important. Il faut accepter, bah, d'être, triste, un certain temps. C'est nécessaire. On va voir maintenant comment on peut, comprendre, de manière générale les erreurs faites dans nos relations de couple et qui rendent, bah, la rupture difficile, mais surtout ce qui peut nous permettre de ne pas recommencer par la suite. Donc voilà, vous allez certainement, vous retrouver dans certains de ces faits. La première, c'est quand on base la relation sur le manque et là, bah, ça amène directement à de la dépendance affective. Donc là, on est vraiment sur les carences affectives. Si, j'ai besoin de l'autre pour être heureux, eh bien, je le mets au centre, vraiment de ma vie et là, je ferai tout, quitte à ne pas être, en adéquation avec, ce qui est important pour moi, je ferai tout pour ne pas être quittée. Donc là, ça mène vraiment à des scénarios, très très douloureux. Une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de vouloir changer l'autre et là, ça mène à de l'impuissance puisque de toute façon, on ne peut pas changer l'autre et ça mène à voilà, de la colère et de la frustration. Enfouir les émotions, douloureuses, on a vu, c'est aussi, problématique parce que, bah, ça les émotions, elles sont faites pour, se mouvoir, hein. C'est par définition, son étymologie dit que c'est du mouvement. Donc si on laisse pas ce mouvement, donc quand on parle de mouvement, on parle de laisser, laisser l'émotion nous traverser, sans la retenir, sans, eh bien, si on ne fait pas ça, on reste bloqué dans des situations et dans des scénarios souvent, dans des scénarios qui viennent nous faire revivre encore et encore les mêmes émotions tant qu'elles ne sont pas entendues. Et dans tous les cas, quand on enfouit nos émotions, douloureuses, eh bien,
on vit dans la la tristesse de ne pas être compris, la rancœur, l'insatisfaction. Donc c'est vraiment pas une bonne solution. La peur de perdre l'autre, ça c'est alors c'est pas une erreur qui est facile à corriger, mais, tant qu'on est dans la peur de perdre l'autre, eh bien, on va être, là aussi, dans de la dépendance affective qui va se manifester soit par un effacement total, de soi dans la relation. On va pas prendre de place pour que l'autre ne soit pas dérangé et que tout aille bien comme il veut ou comme elle veut et du coup, bah, voilà, il aura pas de raison de me quitter comme ça. Ou soit à l'inverse, on peut être dans, plutôt, une position de bourreau, voilà, de domination, de manipulation pour, mettre l'autre dans la peur, et ne pas qu'il nous quitte. Le manque de compréhension, ça revient un peu avec, l'idée de laisser, de prendre conscience de nos émotions. Ça va aussi avec la compréhension. Tant qu'on n'a pas compris, notre fonctionnement, heu, qui communique via les émotions, eh bien, les mêmes scénarios se répéteront. Donc ça, c'est voilà, c'est une vérité, vraiment à comprendre. Si vous tombez toujours dans les mêmes, relations, compliquées et cetera, à un moment donné, posez-vous la question: «Bon, allez, c'est quoi le message, quoi, hein?» C'est quoi le message? C'est Jung qui disait que tant que je n'ai pas compris le message de l'épreuve, elle va se reproduire. Donc c'est vraiment important de faire un travail d'introspection à un moment donné. Ne pas considérer mes besoins, c'est aussi une erreur, voilà, toujours dans la peur de perdre l'autre. Heu, c'est important de considérer, ses besoins et de les respecter pour, pour faire en sorte que la relation, dure et et puis que je ne mise pas tout sur la relation, voilà. La relation de couple, c'est une partie de ma vie, c'est pas toute ma vie. Donc c'est important d'apprendre à se développer en dehors de cette relation pour que, pas pour, mais du coup, quand la relation s'arrête, notre vie s'arrête pas, voilà. On a aussi d'autres ressources, d'autres personnes, d'autres centres d'intérêt. Donc c'est important de garder un maximum d'ouverture. Donc tout ça peut nous amener à avoir une vision du couple, assez, différente, finalement et il y avait voilà, j'ai écrit quelques phrases comme ça, qui m'ont inspirée et voilà, peut-être qu'elles vous aideront à changer aussi votre regard du couple. La première, c'est, aimer, ce n'est pas avoir peur de perdre, j'en ai parlé, quelques fois déjà. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la peur de perdre l'autre, eh bien, on va être, sur la défensive, dans la protection ou dans la stratégie. On va pas être soi-même du tout, finalement et on va pas apprécier non plus. Quelque part, aimer, c'est comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que, de toute façon, la relation ne va pas durer. De toute façon, à un moment donné, ça va s'arrêter et quand on est dans cette compréhension, eh bien, on apprécie davantage, les moments passés. On prend soin de la relation, on prend soin de soi et de l'autre parce que c'est en prenant soin de moi-même et en prenant soin de l'autre que je prends soin de la relation et c'est ça qui est important, hein, quand les choses ne sont pas éternelles et ben, elles prennent toute leur ampleur. J'ai mis cette photo parce que, voilà, on dit souvent quand être en couple, c'est pas forcément se regarder, dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Voilà. Ça permet un peu de se décentrer, et d'être plutôt dans une vision de construction, de partage. Autre chose, peut-être que ça va vous étonner, mais ce n'est pas l'autre qui me rend heureux. C'est la partie de moi qui se révèle à son contact qui me rend heureux ou heureuse. Donc ça parle de l'objet qui nous rend heureux, toute la complexité dans la rupture, toute la complexité, c'est de pouvoir désinvestir de l'objet
l'objet de l'amour, hein. L'amour, il est toujours là, mais quand on a tout misé sur cet objet ou cette personne, eh bien, quand cet objet ou cette personne s'en va, eh bien, il y a voilà, il y a un grand vide. Donc tout le travail de la rupture, c'est voilà, de vraiment de désinvestir cet objet. Quand je dis objet, je parle évidemment de la personne, pour, pour le remettre, ailleurs. Mais c'est pas l'autre qui est responsable de votre bonheur. C'est ce qui manifeste de vous, c'est cette expérience, voilà, que vous avez déjà en vous. Il part pas avec, voilà. Et bien souvent, on a l'impression lors d'une rupture que la personne est partie avec un bout de nous, mais c'est pas la réalité. C'est la sensation qu'on a, mais ce n'est pas la réalité, hein. Une autre facette du couple, c'est que le défi, c'est pas d'aimer l'autre parce qu'il est fidèle à mes attentes ou, parce qu'il va répondre à mon insécurité, à ma à m ma dépendance affective. Non, c'est le défi, c'est de l'aimer dans sa différence et exister dans sa différence aussi, donc exister dans ma différence et me laisser, me transformer tout en restant moi-même. Alors ça paraît un peu, paradoxal. Vous allez me dire: «Bah, comment je peux me laisser transformer tout en restant moi-même?» Eh bien, c'est par cette ouverture et cette non-résistance, on va dire, cette confu qui est nécessaire, pour ça, c'est la confiance est nécessaire, pardon. Pour ça, la confiance est nécessaire dans le couple. Mais c'est se laisser aller à la transformation tout en restant moi-même. Ça veut pas dire tout en restant figé dans ma personnalité, mais tout en restant fidèle à mon expérience présente, à ce que je vis, aujourd'hui et donc du coup dans la transparence avec l'autre, de respecter ce que je vis aujourd'hui, à cet instant présent et de faire avec, de laisser la transformation, hem, se faire, voilà, c'est ce qu'on appelle la congruence. J'espère que c'est une notion un peu complexe, mais voilà, qui est vraiment importante. Et puis comprendre surtout lors d'une rupture que finalement, les couples que vous avez eus, auparavant préparent les suivants. Et donc, voilà, c'est une invitation à faire de cette, rupture douloureuse, eh bien, un levier, une opportunité pour vivre un couple, meilleur à l'avenir. Donc c'est important de mettre du sens à ce qu'on vit, d'imaginer, de comprendre ce qui s'est passé et d'imaginer aussi une meilleure version de vous-même, plus ouverte, plus épanouie et imaginer une meilleure, version du couple, sans forcément avoir une image fiche de la personne qui pourrait vous faire vivre ça, mais voilà, de quelles sont les valeurs, qui sont importantes pour vous et qu'est-ce que vous ne voulez plus vivre surtout? Voilà. Et Philippe Bruno, c'est un psychiatre et qui, dit cette phrase-là: «Dans un couple, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, mais l'un par l'autre». Voilà, qui rejoint un peu cette idée de transformation dont je vous ai parlé. Et puis il y avait ça, cette phrase aussi qui m'est venue, c'est qu'être en couple, c'est être avec l'autre. Et c'est pas être là pour l'autre ou à cause de l'autre, hein. C'est vraiment cette idée de présence, de compagnon de vie et de pas tout miser sur la personne parce que évidemment, ben, on contrôle personne. On a du mal à se contrôler soi-même, donc encore moins les autres. Donc voilà, vraiment désinvestir un peu l'idéalisation, de la relation et vraiment prendre le couple comme une transformation et faire de cette rupture qu'on vit, eh bien, une opportunité, pour mieux se comprendre et hem et poser les bases d'une relation saine pour l'avenir. J'en viens à la troisième et dernière partie voilà, qui nous glisse, tout doucement vers, ce chemin d'apaisement, le cheminement vers la connaissance de soi. Le couple est, comme je l'ai dit au début, un laboratoire un peu de la psyché, mais quand on vit une rupture, eh bien, ça nous laisse quelque part, l'espace pour, peut-être entamer ce cheminement vers soi qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs dans les relations futures et être plus en adéquation avec ce qui est important, pour soi. Donc on va voir 3 petites parties. D'abord la solution qui est de s'aimer soi-même. Ça c'est vraiment
la solution pour pouvoir vivre des relations, amoureuses, saines et du coup de moins souffrir des ruptures. On va voir ensuite qu'un outil qui est de développer le parent intérieur et puis une méthode que je vous propose qui est le programme d'accompagnement bien avec soi, que certains et certaines d'entre vous connaissent déjà. Voilà, donc la solution, c'est s'aimer soi-même parce que, en fait, c'est comme si vous aviez cuisiné un plat que vous ratez complètement et vous savez que c'est pas bon. Vous n'allez pas pouvoir l'offrir, à l'autre, à moins que vous lui vouliez du mal, mais c'est la même chose avec vous dans une relation. Si vous savez, si vous êtes, vous avez cette idée que vous n'en valez pas la peine, que vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous n'allez pas vous offrir à l'autre. Donc il y a tout un travail d'estime de soi, s'aimer soi-même et plus vous vous aimez vous-même, qui peut paraître un petit peu égoïste, mais en fait, vous serez beaucoup plus dans la générosité, beaucoup plus dans la spontanéité et du coup, moins dans la souffrance lorsque la relation s'arrête. Comment on fait pour s'aimer soi-même? Eh bien, on met des choses en place, on met des actions en place. La première chose, c'est de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre existence. Ce corps qui vous a été donné, vous n'avez rien fait pour l'avoir. Il vous a été donné par les générations passées. C'est un cadeau, c'est un appareil qui fonctionne de manière extraordinaire. Euh, les cellules, les organes, tout fonctionne en symbiose. C'est extraordinaire. Et donc, on ne peut que avoir de la gratitude pour ça. Même quand vous dormez, la machine fonctionne. Donc, ça paraît simple et bête, mais se rappeler ça, ça aide un petit peu à déconnecter le cerveau là-haut, qui a parfois des jugements sur négatifs sur soi-même. Et en fait, voilà, en réinvestissant la magie du corps, eh bien, on peut commencer à s'aimer soi-même, à aimer l'existence. Donc, bah, pour ça, il faut installer des actions, donc une hygiène de vie importante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand on prend soin de notre alimentation, on prend soin de notre morale. Il y a beaucoup de choses dans la science moderne aujourd'hui sur ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à creuser ça. Il faut manger frais, il faut manger des fruits et légumes, il faut cuisiner, voilà, prendre le temps, avoir de la gratitude pour les aliments qu'on a chez soi, éviter le frigo, le congélateur, le four micro-ondes. Voilà, tout ça est très important au niveau alimentaire, mais c'est pas que ça l'hygiène de vie, c'est aussi faire du sport et ça, surtout quand vous vivez une rupture amoureuse, réinvestir votre ça va vous aider à vous transformer, ça va vous redonner de l'énergie, vous allez réactiver un peu tout ce cocktail, d'hormones et de neurotransmetteurs, qui va vous redonner du moral donc même si vous n'avez pas envie, il faut le faire. À un moment donné, il faut vous pousser, il faut y aller. Donc voilà, on se remet au sport, ça fait du bien. Et c'est toute la relation corps-esprit. Donc on prend soin aussi de notre intérieur, on prend soin de notre environnement, on va se balader en nature, voilà, c'est tout ça. S'aimer soi-même, c'est prendre soin de notre existence et apprécier l'existence telle qu'elle est. Aller vers ce qui me fait du bien et ça va me permettre de me reconnecter à moi-même dans cette période où, tout s'effondre un peu. Voilà, reconnecter, ce que j'ai finalement laissé de côté pendant cette relation. Si on n'y arrive pas, eh bien, on va chercher de l'aide et là, il y a des amis qui peuvent être là et tant mieux, la famille, mais il y a aussi des professionnels et ça, bah, c'est une aide vraiment, importante pour comprendre, vos propres mécanismes. Et pour dénouer les nœuds du cœur, voilà. Et plus vous dénouerez les nœuds du cœur, et quand je parle des nœuds du cœur, eh ben c'est toutes ces carences affectives, c'est tout ce qui vous a mis à un moment donné dans une dépendance à l'autre, et bien, va vous aider à ne plus être dans ces situations par la suite, et donc à vivre des relations plus sereines, et donc à être moins effondré lors d'une rupture. Je vous ai remis là cette image parce que voilà, on a compris que la personne qui souffre aujourd'hui de cette rupture amoureuse, finalement, c'est l'écho de cet enfant, qui a eu des blessures dans le passé et c'est ce qui fait que, bah, parfois on vit des émotions qui sont, beaucoup plus intenses que ce que la réalité, vous permettrait. Donc il y a un décalage. Ce décalage, c'est pas vous, qui pétez les plombs, c'est juste un choc émotionnel du passé qui n'a pas été,
guéri et qui cherche à s'exprimer, qui cherche à guérir et donc qui va s'exprimer à travers des situations à peu près similaires aujourd'hui. Donc, bah, comment on fait? Eh bien, on fait le lien entre cette part de vous qui souffre, du passé, cet enfant intérieur, et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et qui c'est qui va faire le lien? Eh bien, c'est votre propre parent intérieur. Alors, bah, c'est des concepts qui peuvent être un peu bizarres. On peut parler aussi du thérapeute intérieur, de l'être thérapeute. On a tous en nous une part de thérapeute. Voilà, cette partie de nous qui va prendre soin, qui va à un moment donné permettre de reconnecter les blessures du passé et, euh, et faire le lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est cet outil du parent intérieur? C'est inviter cette partie de soi qui est justement non jugeante. Hein. Comment vous feriez quand une amie est en plein désarroi et vit une rupture amoureuse? Bah, vous allez développer toutes ces qualités-là. Il s'agit de les développer pour vous-même. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, la thérapie peut vous y aider. Donc, c'est développer une partie qui est patiente. Voilà, vous vous laissez le temps, vous acceptez de traverser toutes ces étapes de deuil qu'on a vues et qui sont nécessaires pour passer à autre chose. Et il faut aussi avoir une certaine tolérance. C'est pas toujours facile. Vous n'allez pas toujours y arriver. Il va y avoir des hauts, des bas. Et voilà, cette partie de vous, ce parent intérieur, il peut être réconfortant, il peut être pédagogue. Vous pouvez installer un certain dialogue intérieur avec cette partie de vous. Vous pouvez faire même un jeu comme ça de dialoguer avec l'enfant intérieur, vous aujourd'hui qui souffre et puis ce parent intérieur, voilà ce qui fait la médiation entre les deux. Voilà, en tout cas, voilà, c'est une partie qui est enveloppante, mais surtout qui a l'esprit clair et qui a l'esprit stable, qui a une certaine détermination. Voilà, c'est cette partie-là aussi du parent intérieur qui va vous secouer quand il faut. Voilà, non, là, faites du sport, là, non, faut sortir. Non, je vais pas me laisser aller, et cetera. Donc ça, c'est aussi le parent intérieur, mais toujours dans la bienveillance. Et donc c'est comme ça que vous allez réussir à transformer cette épreuve de rupture en, en quelque chose de en quelque chose de positif. Alors si vous avez besoin d'aide, il y a une méthode, moi j'ai mis en place le programme Bien avec soi, qui va permettre justement de faire, ce travail sur plusieurs semaines, où je vous accompagne, pour, vers ce chemin vers soi. Voilà, vous allez réapprendre à vous recentrer sur vous-même, mieux vous comprendre, reprendre contact avec votre monde émotionnel petit à petit, hein, parce qu'on a vu avec tous ces stéréotypes, ces idées qu'on reçoit de l'éducation, ce perfectionnisme, eh bien, on se met à distance de notre monde émotionnel. Et donc, l'idée, c'est comment on peut revenir au contact de ce monde émotionnel sans qu'il nous engloutisse, mais en développant voilà, ce contact à travers notre être thérapeute. Intégrer davantage d'équanimité. J'ai fait une erreur de frappe, pardon. Donc l'équanimité, c'est, la capacité à laisser, aller, les émotions sans être dévasté justement. C'est, une espèce de neutralité et cette équanimité, en fait, elle vient de cette place de parent intérieur ou de thérapeute intérieur, de cette place d'observateur, voilà, qui est vraiment, c'est la conscience, voilà, avoir conscience de ses émotions. C'est ce qui fait qu'on n'est plus identifié à elles. Mais ça ne veut pas dire qu'on les rejette ou qu'on les nie. Donc il y a cette position très délicate à apprendre et qu'on apprend tout au long de ces semaines de manière vraiment chronologique, crescendo, à travers ce programme Bien avec soi. Vous allez apprendre à mieux communiquer vos émotions quand c'est nécessaire, à vous apaiser et donc avoir des relations plus apaisées avec votre entourage. Et surtout à vous nourrir de l'amour de soi. Parce que ce que vous avez vécu à travers la relation, c'est pas que vous pouvez reproduire la même chose tout seul. L'idée, c'est pas de vous isoler, de plus jamais être en couple. Mais c'est de comprendre que cet amour-là, je veux dire, il est en vous, quoi. La personne, elle n'est pas venue planter une graine d'amour chez vous. C'est pas ça du tout. La personne, elle est juste l'objet sur lequel vous avez, transféré, vous avez projeté l'amour que vous avez déjà en vous. Donc et vous avez, la possibilité de pouvoir vous nourrir de ça vous-même, hein, avec, heu, des différents exercices et cetera. Et plus vous serez, nourri de l'amour de soi et moins vous serez dépendant, eh bien, de l'autre.
pour aller vers une meilleure version de vous-même et donc des relations plus épanouissantes. Et donc, vous saurez mieux rebondir lorsque la relation s'arrête. Voilà, donc pour les informations pratiques, et on arrive bientôt à la fin de cet échange, c'est 3 mois d'accompagnement, le programme Bien avec soi. C'est donc 12 semaines où vous recevez, chaque semaine un cours qui vous amène petit à petit, voilà, plus proche, au plus proche, au plus proche, au plus proche de vous. Donc c'est vraiment un cheminement, voilà, il y a vraiment une certaine subtilité. Vous allez vraiment sentir le chemin parcouru, et il y a une partie donc pédagogique et une partie pratique avec des méditations guidées, des audios qui vous permettent vraiment d'intégrer, de rentrer dans tous les thèmes qu'on a vus sur la partie pédagogique et de sentir la transformation à l'intérieur. Et puis des séances individuelles que vous pouvez avoir, on fait ça ensemble en visioconférence, et pour aller voilà plus en profondeur dans votre propre expérience, dans l'introspection. Mais dans tous les cas, si vous n'avez pas les séances en visio, eh bien on a le chat ensemble 7 jours sur 7 où voilà, j'échange avec vous, vous m'écrivez, je vous réponds sur comment ça se passe pour vous tout au long de ces semaines. Il y a 3 formules. La première, c'est le programme sans rendez-vous en visio, donc juste avec le chat, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est sur, voilà, sur 3 mois. Vous avez 7 heures de contenu vidéo, des mails chaque semaine explicatifs, et cetera, qui est à 120 € jusqu'à la fin du mois de mai, donc il reste plus que quelques jours. Vous avez la version avec 6 rendez-vous, qui est à 360 € et la formule avec 12 rendez-vous qui est à 612 €. Alors en fait, si vous regardez, alors moi, quand je prends des clients, voilà, qui prennent à la carte, les consultations à la carte, mes honoraires sont à 60 €. Donc en fait, si vous prenez la formule avec 6 rendez-vous, eh bien ça vous fait 60 € la séance. Donc finalement, si vous vous engagez sur 6 rendez-vous, vous avez toute la partie du programme en ligne et l'accompagnement avec le chat qui vous est offert. Et si vous prenez la formule 12 rendez-vous, qui là est un travail plus en profondeur, hein, sur du long terme, mais vous avez 12 mois pour prendre vos rendez-vous, eh bien là, ça revient à une séance à 50 €. Donc vous payez 10 € moins cher par séance, et en plus, vous avez le programme Bien avec soi qui vous est offert. Donc c'est vraiment des formules intéressantes, qui vont, en tout cas avec ce tarif-là, jusqu'au 31 mai. Donc vous avez encore 4 jours devant vous. Et vous pouvez aussi payer en 3 fois sans frais. Ça revient à 40 € par mois, donc c'est des prélèvements mensuels, pendant 3 mois si vous prenez seulement le programme. 120 € si vous prenez la version avec 6 rendez-vous, et 204 € par mois pendant 3 si vous prenez la version avec 12 rendez-vous. Voilà, je fais en sorte de ne pas prendre trop de monde, parce que j'ai d'autres personnes que j'accompagne à côté, donc c'était pour moi une manière de m'organiser, de ne pas être trop débordée, mais surtout pour être beaucoup plus disponible pour vous, sachant que la partie chat me prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, il reste encore des places, en tout cas jusqu'à la fin du mois. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce cours vous a aidé à éclaircir quelques concepts, à mieux comprendre ce que vous traversez peut-être en ce moment, ou que vous avez traversé dans le passé. J'espère que ça vous a donné des outils pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir finalement vous épanouir, et puis envisager des relations plus sereines à l'avenir, et donc vous préparer quelque part mieux à une rupture prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt. Et j'arrête le partage d'écran, et voilà, et je reste avec vous. Donc là, je vais. En fait, moi, ce que je voulais Donc, faire, c'est témoigner, en fait. Puisque mm, j'ai fait ton programme en ligne l'année dernière. Et justement, c'était à la suite d'une rupture amoureuse. Donc, à ce moment-là, j'étais dans la phase de, on va dire, colère, négociation. De toute façon, ces phases-là, c'est pas linéaire, ça revient, ça repart, c'est un peu comme ça. Puis après, petit à petit, ça s'estompe. Ouais, du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Donc, je voulais juste témoigner de ça pour que
ça donne aussi envie aux autres, hein. Mmh. Ça m'a beaucoup aidée. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est toutes les explications que tu donnes à chaque fois. À chaque semaine, tu donnes une explication bien particulière, que ce soit au niveau neurosciences, au niveau de comment ça se passe dans le corps, etc., au niveau de la dépendance affective, au niveau de la communication avec l'autre, qui est en lien avec la communication avec soi, qui est en lien aussi avec nos blessures, qui est en lien avec tout ce qu'on a vécu quand on était enfant, etc., etc. C'est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup appris avec toi. Je te remercie. Et ce qui est génial aussi, c'est que à chaque fois, les méditations tombent vraiment à propos, quoi. Et ce qui est chouette, c'est que tu nous laisses avoir accès, même une fois qu'on a terminé, à toutes ces audios et ces vidéos que tu nous as données. Donc, du coup, on peut y retourner même si on a fini le programme, quoi. Mmh. Super. Histoire de Et se donc remémorer les choses, tu vois. C'est vraiment ouais, une ouais, petite piqûre de rappel de temps en temps, c'est intéressant, quoi. ouais, ouais, merci Chantal. Et du coup, bah, tu ça fait quoi, quelques mois maintenant que tu as terminé, cette relation et aujourd'hui tu peux Ça fait un an. envisager les choses différemment? Ouais. Ça fait un an. Ça fait un an. J'étais encore en lien avec lui au mois de juin l'année dernière, juillet, je crois. Ouais, ça va Mmh. faire un an. Mais enfin, j'étais en lien vraiment très bref. En fait, la dernière fois que je l'ai vu, c'était fin avril. Donc, tu vois, c'était il y a Mmh. un an. Et un peu plus d'un an maintenant. Voilà. Et du coup, quand j'ai réalisé que lui, c'est un grand dépendant affectif pour le coup, hein, puisque il s'est remis avec quelqu'un, je crois, 2 semaines après que Mmh. je sois partie. Quand ce soit, voilà, donc du coup, ça m'étonne pas trop parce que quand je l'ai rencontré, ça faisait 3 semaines que sa nana était partie. Donc voilà, après, c'est voilà, c'est comme ça. Mmh. Et Mmh. finalement, je peux comprendre maintenant, j'accepte, enfin, l'acceptation est encore un peu difficile, hein, je dirais, mais bon, surtout au niveau de l'ego, tu vois, Mmh. il y a des moments, ça crisse un peu, il y a des moments où, voilà, je reviens, je suis encore Ouais. en colère, mais En même temps, tu j'ai... vois qu'il est dans la reproduction, lui, de ce schéma, quoi, alors que toi, tu t'en libères. Mmh. C'est ça, et puis c'est vrai que moi, j'ai pris le temps d'être seule pour Mmh. justement traverser cette tempête Mmh. qui est la rupture amoureuse et qui est très difficile et qui, comme tu l'as si bien signalé, qui est en relation avec un vécu voilà, de dysfonctionnel, relation dysfonctionnelle avec mes parents. Oui. Mais voilà, c'est la vie n'est pas un chemin, un long fleuve tranquille, hein. C'est vraiment une alternance de haut et de bas, hein. C'est comme les battements du cœur, hein. Mmh. Et en même temps, C'est cette relation, douloureuse, cette rupture douloureuse, elle t'a permis de prendre conscience, de choses, très anciennes finalement et d'arriver à une nouvelle version de toi-même là, carrément. ça. Et c'est vrai que quand on est dans une relation toxique, qui mieux que quelqu'un qui est toxique peut t'apporter en miroir ce que tu as vécu toi? Tu vois ce que Mmh. je veux dire? Et puis les conflits que tu as avec toi-même aussi, forcément. Et donc à partir de là, tu dis: «Bon, ben, OK, d'accord, ouais, effectivement. Moi aussi, Mmh. j'ai sûrement ma responsabilité là-dedans, dans cette histoire-là, quoi». De toute façon, on a tous notre responsabilité. Maintenant, le tout, c'est de ne pas, porter la responsabilité de l'autre, tu vois? Et Oui, tu l'as c'est ça. bien dit dans le fait que, on ne peut pas changer l'autre, mais l'autre ne peut pas nous changer non plus. Et de tout mettre, ça reviendrait à dire qu'en fait, finalement, à ce moment-là, on remet, toute notre vie entre les mains de l'autre. Mmh. Or, c'est Oui. l'autre qui nous remet, toute sa vie entre nos mains. Mais c'est impossible. Puis c'est super toxique, c'est super dangereux surtout. Parce que Oui. l'autre, qu'est-ce qu'il va en faire en fait? Mmh. Oui, on lui Il donne trop de pouvoir et s'il un peu a lui-même aurait ou pris un elle-même couteau, tu vois? J'en fais quoi? mmh. Donc du coup, quelque part, ouais, forcément, ça va être difficile. Ça Mmh. va être Mmh. douloureux. Puis il y a une question de soumission, de sacrifice, oh! Oh Mmh. non, la flemme. Plus jamais, hein. Non, merde! Oh, c'est bon. Non, non, j'ai pas Oui. envie de ça.
Bon, ça fait Bravo, bravo. longtemps, quoi, tu vois? Je veux dire, autant effectivement, quand on est enfant, on a besoin, heu, de cet amour pour pouvoir s'élever. On a Oui. besoin de ça pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir et cetera. Mmh. Autant quand on est, adulte, c'est pas un besoin, c'est juste, heu, voilà, on a envie, mais parce qu'on retrouve, comme tu l'as bien dit, une partie de nous dans la façon dans le regard de l'autre, Mmh. tu vois? Oui Et c'est ça qui est et vachement agréable, en fait. oui et aujourd'hui, parce que tu développes cette thérapeute intérieure, d'ailleurs tu es thérapeute toi-même donc c'est voilà, mais ça te permet de te libérer du pouvoir que tu donnes à l'autre C'est ça pour et pouvoir puis être épanoui donc ça, c'est très puis chouette. je dessine, j'écris beaucoup, j'aime beaucoup écrire, donc voilà, j'écris, Mmh. je Mmh. crée plein de trucs, Oui, tout ça sont des outils de connexion à soi, la c'est créativité. ça. Moi, à chaque fois que en fait, dans cette histoire-là, à chaque fois que j'avais un truc, une pensée, qui remuait des trucs, hop, j'écrivais. J'écrivais le Mmh. premier trou qui me lirait et puis c'est vrai que ce qui est génial aussi avec les outils internet qu'on a, il y a YouTube, il y a plein de choses, et ben, on peut aller chercher l'information et on peut Mmh. trouver des outils, des trucs. «Ah bah ouais, mais c'est bien sûr», mais effectivement là, ça me parle. Après on a des bouquins, hein, Mmh. moi Il faut aller j'utilise chercher l'aide, voilà, les ressources, c'est hein. ça, c'est ça, c'est ça en fait, faut pas rester seul dans son coin à Oui. ruminer sans arrêt. Non, Mmh enfin, c'est le serpent qui se mord la queue là et puis on tire vers le bas là, on va vers le mh. tamas, hein. Donc Mmh. non, 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 enfin je veux dire, après si on en a besoin, oui. Enfin moi je sais que j'ai eu besoin de ça pendant quelques mois, de Mmh. rester, de me recentrer parce que j'avais besoin de me Oui, retrouver en fait. oui, voilà, il y a cette C'est un peu étape la du phase deuil un qui est peu nécessaire. c'est ça, Oui. exactement. Merci beaucoup Chantal. Avec plaisir. Super. Bonsoir. Bonsoir Oui, Aimé. oui. Ce que je voulais tout simplement dire, c'est je voulais seulement donner mon cœur de remerciement. Je suis tellement reconnaissant. En travers ce cours, je viens d'apprendre beaucoup par rapport à la relation amoureuse. Et c'est vraiment très important pour moi. Moi, je suis en République démocratique du Congo. Mmh. Et il y a pas mal de couples qui souffrent de beaucoup de problèmes. Et en travers ce cours, je viens vraiment d'apprendre. Mmh. Et j'ai toujours envie d'approfondir, de continuer à apprendre. Et des occasions comme ça, je vais toujours apprendre pour que je puisse aussi aider les gens de ma communauté à régler les problèmes, on sait, de leur couple. Sinon, je suis Super. tellement reconnaissant. Mmh. Merci de m'avoir invité à ce cours. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci Aimé. Merci à vous pour ce témoignage et c'est vrai que plus on comprend, les choses pour soi-même et plus on peut aussi venir en aide, aux autres personnes qui peuvent parfois vivre ces situations Oui, douloureuses. Oui, oui, merci. merci. Voilà, bah, c'est un thème, qui est douloureux, hein, c'est sûr et qu'est-ce qu'elle nous montre Chantal? Ah, c'est ce que tu as c'est une de tes créations. Magnifique. Le creux de la vague. Non, en fait, c'est pas une vague, c'est deux personnes qui sont, l'une au-dessus de l'autre. Ah oui! Ah, tu vois comme quoi, on voit ce qu'on C'est très génial. incroyable, Et génial, c'est, bravo, ouais. C'est ce que m'a évoqué, le thème de ce soir. Ah super, oui, merci. Voilà, donc je l'ai fait pendant que tu C'est vrai? parlais. Ouais, Incroyable. Eh ben, bravo, merci. Un beau cadeau. oui, c'est un petit cadeau, d'ailleurs, il faudrait que tu me donnes ton adresse, comme ça je te l'enverrai. Oui, super. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Bonsoir Élodie, bonsoir Coralie, bonsoir, Chantal, bonsoir, qui y avait d'autres encore? Bonsoir Kevin, bonsoir Aimé.
Et merci encore pour ce partage et bonsoir Blue. Merci Et beaucoup, Rachel. à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci.